c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Effectivement, l'ingénierie financière. Alors, dans les IGH, il y a une ingénierie financière très complexe parce qu'effectivement, on a plusieurs syndics, on a des dalles, on a des chauffages qui sont sur plusieurs bâtiments. Bon, enfin, il y a des répartitions qui sont un peu complexes. Alors, effectivement, il y a des spécificités aux IGH qui vont beaucoup être sur la partie technique parce que la réglementation, en particulier en matière de sécurité, en matière d'intervention lors des travaux, va être différente. Et puis, pour ce qui est de l'ingénierie financière, il peut y avoir des différences dues, comme tu l'as dit, à la complexité. S'il y a une intrication entre plusieurs bâtiments, une partie verticale, une partie horizontale, ça peut aussi être relativement simple finalement si on a un seul bâtiment. C'est très variable. Ce que je vais faire, c'est peut-être commencer par un quiz pour vérifier que tout le monde soit pleinement attentif. Et puis ensuite, je vais parler à la fois des aspects financiers, des aspects organisationnels et je finirai par un exemple dans le 19e également, arrondissement de Paris. Le quiz, je pense que c'est de votre côté que vous le lancez ou Ça y est, là, on le voit. Et vous puis le on y va. lancez. Je vais le lire avec 3 questions qui portent autour de la question de la rénovation globale en copropriété. Et la première, pourquoi penser à une rénovation globale plutôt qu'une rénovation partielle par petits morceaux de votre bâtiment? Pour diminuer le coût des travaux, le coût total des travaux, pour être éligible à des aides de l'État ou pour les deux raisons à la fois. Le deuxième concerne la question de l'augmentation de la valeur engendrée par une meilleure performance énergétique et environnementale d'un bien par rapport à un autre, c'est-à-dire le fait qu'un bien dans les meilleures classes énergétiques vale plus qu'un bien dans les catégories moyennes. Est-ce que ça s'appelle la valeur énergie, la valeur verte ou le bénéfice écologique? Et puis la troisième question concerne MaPrimeRénov' copropriété, qui est le principal dispositif d'aide au financement des travaux de rénovation énergétique. Cette subvention exige un seuil, un minimum de gain énergétique. Est-ce que c'est 25%? Est-ce que c'est 35%? Ou est-ce que c'est 50% d'économie d'énergie minimum pour avoir droit à MaPrimeRénov' copropriété? Voilà, on va laisser allez, 10 secondes au public pour voter. Benjamin me dit que vous êtes nombreux, donc vous avez déjà voté, c'est ça. Allez, on affiche les résultats et puis Raphaël, tu vas pouvoir les commenter. Bon, on a un public de très haut niveau, manifestement. Sur la première question, on a 100% de bonnes réponses, c'est-à-dire que la rénovation globale par rapport à la rénovation par petits bouts a au moins 2 avantages, et j'en mettrai un troisième, mais on ne pouvait pas non plus les multiplier, c'est qu'elle va coûter moins cher que si vous faites les différentes interventions nécessaires séparément. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'isoler la façade, les planchers hauts, les planchers bas, de changer la chaudière et la ventilation, si vous répartissez ça sur 3 interventions étalées sur 10 ans, ça va vous coûter plus cher, voire beaucoup plus cher que de le faire en une seule fois. Par ailleurs, si vous faites tous les travaux d'un coup, il y a de grandes chances que ça vous permette de passer des seuils qui permettent d'avoir plus d'aide, le seuil dont on parlera à la fin, donc plus d'aide. Et puis l'autre raison, c'est que ça permet de meilleures performances parce que quand on fait tous les travaux d'un coup, on travaille très bien l'interface, l'interaction entre les différentes interventions. Donc c'est à la fois pour baisser les coûts, avoir droit à plus d'aide et avoir une meilleure performance technique et énergétique. La deuxième, et là vous avez tous eu raison, félicitations. La deuxième concerne la prise de valeur d'un bien immobilier associé à l'amélioration énergétique. Ça, c'est ce qu'on appelle en général la valeur verte. Là, pas mal d'entre vous l'ont trouvé. Certains ont plutôt choisi les termes valeur énergie et bénéfice écologique, donc on parle plutôt de valeur verte. On peut aussi, les notaires commencent à le faire parfois, parler de décote grise, c'est-à-dire un bien dans les meilleures classes énergétiques vaut plus qu'un bien moyen, mais à l'inverse, un bien dans les moins bonnes classes énergétiques vaut moins qu'un autre et risque de valoir de moins en moins. Donc, il y a d'un côté la valeur verte et de l'autre la décote grise. Et enfin, MaPrimeRénov' copropriété, le principal dispositif de subvention sur lequel je vais revenir, est un dispositif d'aide qui a un seuil de déclenchement en dessous de 35% d'économie d'énergie. On n'a pas droit du tout à MaPrimeRénov' copropriété. Et dès 35%, 35 ou 40 ou 50, on peut faire plus, on a beaucoup de projets qui font beaucoup plus, on a droit à cette aide. Je reviendrai sur les dispositifs d'aide, mais ce seuil de 35%, c'est important de l'avoir en tête et surtout d'avoir en tête qu'il y a un effet de seuil. C'est pas linéaire, c'est pas si j'ai 34%, j'ai un petit peu moins que si j'ai 36%. À 34%, il y a 0. À 36%, il y a tout. Voilà pour les questions ou les réponses aux questions d'ouverture de cette présentation. Je vais dire
rapidement qui je suis Raphaël Claus, je dirige Île-de-France Énergie. Je prie de m'excuser de ne pas être physiquement présent, mais c'est tout comme. Maintenant, on arrive à avoir de très bons niveaux d'interaction. Île-de-France Énergie, c'est une société de tiers financement de la rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'elle vous apporte tout en un la solution technique, la solution financière et d'accompagnement euh, pour votre rénovation énergétique. Donc, les aspects non techniques, l'accompagnement, la communication au sein de la copropriété, les aspects plus techniques, où on peut être maître d'œuvre nous-mêmes, c'est-à-dire apporter les solutions techniques. Je vais décrire un petit peu ces termes de maître d'œuvre, d'AMO qu'on retrouve souvent maintenant. Et puis, on s'occupe de faire l'ingénierie financière, les prêts et les subventions. Selon les projets, soit on les fait nous-mêmes parce qu'on a le droit de prêter et de prêter aux ménages, d'avancer les subventions, soit en allant chercher une banque selon les meilleures offres qui peuvent vous être proposées à un moment donné. Et aujourd'hui, on a travaillé pour 110 copropriétés en Île-de-France. On ne travaille qu'en Île-de-France, qu'en copropriété, ce qui fait un petit peu plus de 17 000 logements pour lesquels on a fait des études avant travaux. Et puis, parmi elles, près de 4 000 ont déjà réalisé leurs travaux, engagé leurs travaux, les autres ayant soit décidé de ne pas les faire tout de suite, soit ayant déjà terminé et étant encore en phase d'études, pardon. Et en moyenne, on divise par 2 la consommation d'énergie. Donc, il faut vraiment avoir en tête que si on fait une rénovation globale, on peut vraiment réduire massivement la consommation d'énergie. Et un quart des ménages sont des ménages à bas revenus, ce qui montre que ça peut fonctionner pour tout niveau de revenus. Un mot rapide sur les raisons, les motivations à faire une rénovation énergétique, en copropriété en général, en immeuble de grande hauteur en particulier. L'une des principales raisons, c'est l'entretien de la copropriété. C'est-à-dire que le bâtiment commence à être ancien, on se dit qu'il va falloir faire un ravalement. Les ravalements, contrairement à un mythe un petit peu trop répandu, ça ne se fait pas tous les 10 ans. En moyenne, on est tous les 25 ans. Et en immeuble de grande hauteur, c'est des investissements très importants. Donc, on a souvent tendance à les repousser. C'est toujours des investissements importants, mais en IGH, encore plus, parce que les solutions l'échafaudage sont plus compliqués, les solutions de bardage doivent être plus éprouvées, donc c'est un petit peu plus cher. Et donc, on a tendance à reculer et il ne faut donc jamais rater l'étape du ravalement pour isoler. Quand on ravale, on doit isoler. La requalification architecturale, c'est-à-dire l'occasion de éventuellement reproduire à l'identique, c'est tout à fait possible, mais peut-être aussi essayer de proposer quelque chose de nouveau, de donner une deuxième jeunesse au bâtiment. Évidemment, la question de l'amélioration du confort, qu'on entend beaucoup, de confort d'hiver, c'est-à-dire ne pas avoir froid l'hiver, on nous le demande beaucoup, mais ne pas avoir chaud l'été, c'est une demande qu'on a de plus en plus souvent. Les économies d'énergie, on rencontre couramment 40, 50, 60, exceptionnellement 70% d'économies d'énergie et de CO2, d'émissions de gaz à effet de serre, bien sûr. Motivation à se mettre en conformité avec la réglementation. Alors, on parle beaucoup du fait que les bâtiments, les logements dans les classes F et G ne pourront plus être mis en location sous délai court, mais les logements dans les catégories E, ça va arriver juste après, en 2034. Et même si 2034, ça paraît loin, comme je l'ai dit, une rénovation énergétique, ça se fait au moment du ravalement. Et d'ici 2034, les bâtiments n'auront pas de ravalement. Donc, il faut absolument saisir cette occasion. Et puis, il y a d'autres obligations. J'ai cité l'obligation d'isoler au moment d'un ravalement, par exemple. Et enfin, l'augmentation de la valeur des biens, la valeur verte, on en a déjà parlé au moment du quiz. Tout ça, ça va se faire selon plusieurs étapes. D'abord, des étapes qui sont des étapes de réflexion. On met la copropriété en capacité de se lancer dans des travaux. On peut travailler avec son ALEC, son agence locale de l'énergie, sur ces étapes-là. C'est-à-dire, je ne sais pas encore ce que je veux faire. On n'est pas sûr que la copropriété soit prête à se lancer dans des études. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, essayer de motiver la copropriété et faire réaliser un diagnostic. On parle parfois de DTG. Là-dessus, je vous encourage vraiment, si vous faites des études très amont de ce type, ce qu'on appelle une étude de faisabilité, qu'est-ce qui est faisable sur un bâtiment, je vous encourage vraiment à faire quelque chose de global, c'est-à-dire à la fois énergétique, architectural et financier. Et puis, si cette étape-là vous convainc qu'il y a sans doute quelque chose à faire, vous allez pouvoir lancer l'étape assez décisive pour aller jusqu'aux travaux qu'on appelle la maîtrise d'œuvre de conception, c'est-à-dire ce qui va vous conduire à dessiner le projet, définir les solutions techniques, mettre en concurrence les entreprises jusqu'au vote des travaux. Et une fois que les travaux auront été votés, il y aura une phase de mobilisation des financements, mais aussi et ensuite de réalisation des travaux. Et puis enfin, vous pourrez, pendant des décennies, jouir de ce bâtiment plus beau, plus confortable et moins consommateur. Un mot sur l'organisation, les ingénieries dont vous allez avoir besoin. Et puis les termes, puisqu'on parle beaucoup de termes maître d'œuvre, AMO, qui signifie assistance à maîtrise d'ouvrage. Ça peut être parfois un petit peu jargonneux, comme tous les secteurs. Donc, c'est important de décoder ce jargon pour que vous y voyez clair. Les ingénieries, les expertises dont vous aurez besoin,
vous, copropriété, que vous soyez du côté syndicat ou syndic, c'est la copropriété, vous allez avoir besoin d'un architecte ou d'un maître d'œuvre architectural, c'est-à-dire une personne compétente sur les questions de bâtiment qui va pouvoir faire la maîtrise d'œuvre architecturale, définir les solutions techniques, rédiger le cahier des charges, faire une analyse des offres qui sont proposées pour vous aider à choisir l'offre la mieux adaptée, la plus performante et la moins chère pour vous. Il faudra également une maîtrise d'œuvre sur le côté énergétique, c'est-à-dire sur la ventilation, sur le chauffage, faire la même chose, définir les solutions techniques, rédiger les cahiers des charges, analyser les offres reçues par les entreprises pour que vous sélectionniez le moins 10 ans, le meilleur rapport qualité-prix. Ça, c'est ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. Ceux qui définissent les solutions techniques, vous aident à sélectionner les entreprises, et puis en phase de chantier, qui piloteront les entreprises. Mais il va aussi vous falloir une ingénierie financière. Et puis plus globalement, un accompagnement. C'est ce qu'on appelle parfois l'AMO, c'est-à-dire celui qui va vous aider dans vos choix, qui va vous faire l'analyse financière. Ça peut se faire de manière séparée, comme j'ai décrit ici, AMO d'un côté, maître d'œuvre de l'autre, ou de manière tout intégrée, avec une maîtrise d'œuvre AMO, un opérateur intégré. En IGH, en immeuble de grande hauteur, on rencontre un peu plus souvent des interventions séparées. Ce n'est pas systématique, mais nous, quand on intervient en IGH, on est plutôt en AMO séparé, on ne fait pas les deux en un, alors que sur les autres types de bâtiments, y compris des très gros bâtiments, on intervient plutôt en tout en un. Pour une raison simple, c'est que l'IGH est un peu plus technique, il y a des réglementations plus exigeantes, des solutions techniques qui sont un peu moins classiques, et ça peut valoir le coup d'avoir une AMO qui est séparée, qui va vous aider d'abord à choisir votre maître d'œuvre et ensuite vous aider dans ce pilotage. Mais le choix de choisir de sélectionner des AMO et maîtres d'œuvre séparés ou tout intégrés, c'est la copropriété qui en décidera. Et puis, quelques aspects des aspects financiers. Vous avez en copropriété le coût total, global de votre rénovation énergétique, et vous allez pouvoir retirer de ce coût total ce qu'on appelle des aides collectives, c'est-à-dire des aides qui bénéficient à la totalité de la copropriété, du syndicat de copropriétaires, indépendamment de la situation des uns et des autres. Donc, pas des aides individuelles, ça bénéficie à tout le monde proportionnellement à ses tantièmes. Ça peut être, je vais commencer par le deuxième cité ici, MaPrimeRénov' copropriété, c'est-à-dire une aide de l'État pour les rénovations énergétiques qui visent au moins 35% d'économie d'énergie, une aide d'un montant souvent assez élevé. On va souvent être entre 3 500 et 4 000 euros par logement en moyenne. C'est évidemment réparti par tantième. Donc, ce ne sera pas le même montant pour un studio et un T5. Et puis, les certificats d'économie d'énergie qui sont aussi une aide à la copropriété, qui bénéficient donc à toute la copropriété. Eux, vous y avez droit dès lors que vous faites des tout petits travaux. Vous isolez 1 mètre carré, vous changez une fenêtre, vous aurez quelques euros de certificat d'économie d'énergie. Mais si vous faites une rénovation globale visant au moins 35% d'économie d'énergie, ces deux œuvres vont être bonifiées. On parle de coup de pouce. Donc là aussi, il y a une incitation à viser la rénovation globale. Et en plus, le seuil qui a été retenu est le même que pour MaPrimeRénov' copropriété. Donc, on peut se réjouir que ce soit clair et simple. Au moins 35% d'économie d'énergie. Il va s'ajouter parfois des aides de collectivités locales. Je ne l'ai pas mis ici parce que ça dépend des territoires, mais typiquement à Paris, il y a des aides pour les travaux selon certains critères de copropriété et selon les travaux que vous choisissez. Ensuite, il va s'ajouter des aides individuelles qui, là, ne concernent donc pas le syndicat de copropriétaires, mais les individus. Il y en a deux types. D'abord, des bonifications individuelles pour les ménages à revenus dits modestes, très modestes, donc à bas revenus. MaPrimeRénov' copropriété va être un petit peu bonifiée, augmentée. 750 euros pour les ménages à revenus dits modestes, 1 500 euros de plus pour les ménages à revenus dits très modestes. Et là encore, certaines collectivités décident d'abonder, de rajouter des sommes qui peuvent être dans certains cas élevées, à Paris notamment. Et puis, il y a pour les propriétaires bailleurs des aides fiscales assez importantes qui peuvent être motivantes. Et puis enfin, il va y avoir un reste à charge, évidemment, ces subventions qui peuvent être de montants importants. On va dire qu'on rencontre, nous, 25 à 40%, exceptionnellement 50%, mais on va couramment 25 à 40% de taux de subvention. Et le reste va devoir être pris en charge par les copropriétaires eux-mêmes. Alors, par leur épargne, s'ils en ont, tant mieux. Mais ça peut être mis en place par des prêts collectifs, c'est-à-dire, attendez, est-ce que j'en parle? Oui, je vais en parler après. Des prêts collectifs. Je vais dire un mot un peu plus précis des subventions. MaPrimeRénov' copropriété, je l'ai évoqué, au moins 35% d'économie d'énergie. Ça prend en charge 25% du montant des travaux. Alors attention, du montant hors taxe et de la partie énergétique des travaux, si vous en profitez pour
mettre en peinture les halls d'escalier, faire une résidentialisation ou d'autres travaux de sécurité, ce ne sera pas subventionné par un prime neuf copropriété. Donc 25% du montant hors taxe des travaux, plafonné à 3 750 € fois le nombre de logements. Et puis, il se rajoute des bonus. Si vous démarrez en classe F ou G, 500 € de bonus. Si vous arrivez en classe A ou B à la fin, 500 € de bonus par logement. Si la copropriété est dite fragile, c'est-à-dire que son taux d'impayé est compris entre 8 et 25%, mais il y aura 3 000 € en plus par logement. Mais attention, il n'y aura plus de certificat d'économie d'énergie dans ce cas-là. Ensuite, pour les copropriétaires modestes et très modestes, je l'ai dit, s'ajouteront 750 € à 1 500 €. Et puis, le coup de pouce certificat d'économie d'énergie, là aussi, je l'ai indiqué, celui-ci va être porté sur les programmes de travaux supérieurs à 35% d'économie d'énergie. Si je parle rapidement de prêt, c'est-à-dire financer le reste à charge, un premier mot, pensez à aller chercher des solutions de prêt pour avancer les aides, parce que les aides sont souvent de montant important, mais elles vont généralement être perçues après la fin des travaux. Or, à la fin des travaux, vous avez besoin des aides pour payer les travaux. Donc, c'est important de demander à votre banque, à votre prêteur, des solutions d'avance de subvention. Et puis ensuite, vous pourrez demander une solution de prêt collectif à adhésion individuelle. Il en existe 3 en ce moment, une de la Caisse d'épargne Île-de-France, qui est le leader sur ce marché, une d'une banque un peu spécialisée qui s'appelle Domo Finance, et une d'Île-de-France Énergie qui ne peut prêter que pour les copropriétés dont elle a assuré les solutions techniques, parce qu'elle accompagne la copropriété. Ces prêts collectifs à adhésion individuelle, notamment celui qu'on propose, a l'avantage de n'avoir aucune exigence en matière d'âge. Quel que soit l'âge des copropriétaires, ils auront droit au prêt. Aucune exigence non plus, aucune obligation de souscrire pour les copropriétaires. C'est-à-dire que la copropriété dit « je veux ce prêt collectif » et chaque copropriétaire dit « moi, je veux toute ma quote-part sur ce prêt, moi, je veux seulement une partie ou moi, je veux 0 €. » Chacun décide du montant. Et il n'y aura ensuite pas de solidarité entre emprunteurs, c'est-à-dire que si un copropriétaire ne rembourse pas correctement sa quote-part d'emprunt collectif, alors ce ne sont pas les autres copropriétaires qui seront responsables, mais une caution solidaire va venir jouer un rôle d'assurance, c'est-à-dire qu'elle va payer à la place d'un emprunteur défaillant. Donc ça permet de n'avoir aucun critère d'âge, aucun critère d'état de santé et même, en général jusqu'à 21 000 €, aucun critère de niveau de revenu. Les critères qui seront mis en place, ce seront surtout des critères collectifs, c'est-à-dire est-ce que le projet de travaux est bien conçu, est-ce que la copropriété est bien gérée, n'a pas un taux d'impayé trop élevé. C'est des critères de ce type qui vont être mis en place. Et à l'échelle individuelle, surtout des critères, est-ce que le copropriétaire concerné paye régulièrement ses charges de copropriété, est-ce qu'il n'est pas interdit bancaire, etc. Et ça permettra en plus d'avoir non seulement un prêt accessible à la grande majorité des copropriétaires, mais aussi un prêt à taux zéro, puisque c'est l'État qui paye les intérêts non perçus. Et puis un exemple, un petit peu rapidement, parce que l'Agence parisienne du climat a pu détailler un exemple qui était dans le 19e aussi. Là, c'est l'exemple d'un projet qui n'a pas démarré, mais qui a fini il y a bien longtemps son audit, qui a terminé son programme de conception et qui a voté cette année son programme de travaux sur un immeuble de grande hauteur, la deuxième tour d'habitation la plus haute de Paris, qui s'appelle la Tour Fugue, que Île-de-France Énergie a accompagné en tant qu'AMO. Le conseil syndical a fourni un travail très important, évidemment, de même que le syndic, Cabinet Soupizet. Et l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc l'équipe technique, c'était les ateliers Lyon pour le côté architectural et la société Nepsen pour les aspects techniques. C'est un bâtiment d'à peu près 200 logements pour une hauteur un petit peu supérieure à 100 mètres, 32 étages. Et là-dessus, le programme de travaux qui a été voté est un programme de division par 2 de la consommation d'énergie, 48% pour être précis. Et les travaux vont démarrer au début de l'année prochaine, un programme de travaux un petit peu long, sur 2 ans et demi. C'est des travaux lourds. Des investissements qui sont très gros, 11 millions d'euros. Alors, c'est évidemment, comme dans beaucoup de cas, en partie énergétique, mais une grosse partie de tout ça était les investissements nécessaires pour éviter la dégradation trop importante de l'immeuble et une réduction des charges estimée à 90 000 euros. Alors, en ce moment, c'est difficile d'estimer la réduction des charges puisque, avec la hausse des cours de l'énergie, les économies d'énergie permises par les rénovations sont de plus en plus importantes. Les travaux de rénovation énergétique sont de plus en plus rentables. Et c'est un programme de travaux assez complet, avec en gros l'isolation des façades par l'extérieur avec un
un bardage en aluminium qu'on appelle thermolaqué, le remplacement des menuiseries extérieures, l'isolation des planchers seulement à certains endroits, là où c'était possible, l'isolation des terrassons, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux de toiture, c'est seulement pas la toiture tout en haut qui était déjà isolée, mais seulement les terrasses intermédiaires, les terrassons. La pose d'une nouvelle ventilation mécanique hydro-réglable, et puis la mise en place d'un système de chauffage dans le hall. Et voilà ce que ça peut donner, ce que ça donnera du point de vue architectural pour la tour Fugue en particulier. Donc, l'apparence est encore une vue d'architecte, puisque les travaux n'ont pas commencé. Et puis, vous le savez peut-être, cette tour Fugue, elle s'inscrit dans un ensemble architectural assez particulier, assez connu, visible beaucoup d'endroits de Paris, qu'on appelle les Orgues de Flandre, qui vont bientôt tous avoir été rénovés. Et donc, ça donnera une vraie belle nouvelle apparence à ce quartier. Et il nous semblait important de mettre en avant la nouvelle future apparence de tout ce quartier. Parce qu'évidemment que les projets architecturaux se pensent dans l'ensemble du quartier. Voilà. Voilà, merci Raphaël. On peut applaudir Raphaël à distance. Tu vas nous entendre. Voilà, il nous entend. Raphaël. On va couper la présentation, juste arrêter le partage. Voilà. Raphaël, finalement, tu n'as pas développé dans ton sujet, je sais que des fois tu le fais sur certaines présentations, c'est ce reste à charge. Aujourd'hui, finalement, le delta en termes d'euros par habitant, quand je fais une rénovation globale énergétique ou je fais des travaux, ben, ce n'est pas très important, quoi. Finalement, on a intérêt à aller sur une rénovation globale énergétique. Oui, assez clairement. La question, c'est que pour essayer d'estimer la rentabilité d'une rénovation énergétique, on ne peut pas se contenter de regarder le montant des investissements et les économies d'énergie. Il faut prendre en compte deux autres aspects. C'est les travaux que vous devez réaliser de toute façon. Parce que quand vous faites une isolation par l'extérieur, c'est parce que vous avez besoin d'un ravalement. Et ce ravalement, il n'a pas de rentabilité, il n'a pas de temps de retour. Vous devez juste le faire pour éviter la dégradation de votre bâtiment. Donc, ce qu'il faut essayer de chiffrer, c'est le surcoût énergétique, le surinvestissement énergétique. Et d'autre part, il faut regarder les subventions que vous aurez dans le cas d'un programme de rénovation énergétique, mais que vous n'aurez pas dans le cas d'un programme de rénovation, d'entretien, maintenance. Et tout ça, ça va vous permettre de faire la comparaison de deux scénarios. Un scénario seulement d'entretien et de maintenance du bâtiment avec mon ravalement, ma mise en sécurité incendie, les deux, trois choses que je dois faire forcément dans tous les cas, et un scénario de rénovation globale ambitieux. Et veillez à regarder ou à demander à votre ingénieur financier de vous donner un indicateur en euros par mois, c'est-à-dire, oui, ça coûte des sommes importantes, plusieurs dizaines de milliers d'euros bien souvent, mais il est important de regarder si je mets en place un prêt, que je déduis les subventions, les économies d'énergie, combien ça va me coûter si je fais un scénario d'entretien et de maintenance, peut-être 50 euros par mois, et si je fais une rénovation énergétique globale, peut-être 60 euros par mois. Les écarts seront probablement relativement faibles. Alors, on voit effectivement avec la hausse du coût de l'énergie, les besoins qu'il y a de la part des copropriétaires. Est-ce que tu penses qu'on est taillé aujourd'hui, on est en capacité aujourd'hui, à la fois les entreprises de travaux, à la fois les maîtres d'œuvre, les AMO, à accompagner tous les copropriétaires qui viendront vers nous face à l'immensité du travail qu'on a de rénovation du parc français? Évidemment qu'on y arrivera puisqu'on n'a pas le choix. Et il va falloir qu'on s'adapte. Le marché est en train de monter de manière assez forte. Il n'est pas non plus en explosion. Si on regarde les volumes que l'on devrait faire en France, on devrait rénover en copropriété 90 000 logements par an et monter progressivement à 180 000 en 2030. Donc, on est encore assez loin de ça. C'est encore difficile de savoir à combien on est, mais peut-être 10 000 logements par an, quelque chose de ce genre, 20 000. Donc, il faut encore qu'on augmente significativement. Nous, à Île-de-France Énergie, on a fait x3 sur le volume de logements pour lesquels on étudie les rénovations depuis début 2021. Donc, oui, ça augmente beaucoup et la demande va tirer l'offre. Donc, les copropriétaires doivent continuer à regarder quel est le bon moment pour eux pour faire des rénovations énergétiques, avoir en tête qu'il faut absolument les faire parce que tout le monde ne peut pas faire autrement et ils le regretteront surtout s'ils ratent l'étape du ravalement. Et l'offre d'ingénierie, l'offre de travaux va s'adapter, en particulier s'ils voient que la demande monte de manière régulière et progressive.
Allez, on a une question aussi du public, Benjamin. Oui, une question de Michael. Quelles sont les difficultés éventuelles si pour la maîtrise d'œuvre, on retient un autre bureau d'études que celui qui a fait le DTG? Est-ce qu'il refera un nouveau DTG? Alors déjà, pas mal de bureaux d'études qui font des TTG ne font pas la maîtrise d'œuvre. Donc, dans beaucoup de cas, vous n'aurez pas le choix. Si vous retenez pour le DTG un bureau d'études qui fait la maîtrise d'œuvre, vous avez plutôt intérêt à conserver le même pour éviter qu'il refasse des petits bouts d'études. Mais si, dans cette phase de DTG, vous n'avez pas eu pleinement confiance en ce prestataire, s'il y a eu 2-3 points sur lesquels vous avez été mal à l'aise, vous avez évidemment raison de ne pas reprendre le même parce qu'il faut absolument avoir une grande confiance dans ces prestataires, dans ces partenaires. Donc, si vous n'avez pas retenu le même, oui, ça va vous coûter un tout petit peu plus, mais il faut quand même avoir en tête que la maîtrise d'œuvre coûte au moins 3 fois plus cher qu'un DTG. Oui, il va refaire, pas exactement un DTG, mais il va refaire une petite partie de diagnostic et notamment l'étude thermique. Donc, il y a un petit bout d'étude qui devra être refait. Mais en même temps, il est tellement important d'avoir un prestataire dans lequel vous avez confiance que si vous avez eu une raison de changer, vous avez bien fait. Allez, une petite dernière question, Benjamin. Oui. De nombreux immeubles comportent de l'amiante sur leur façade, ce qui a une forte incidence sur le coût d'unité E. Ces coûts sont-ils intégrables dans les subventions? Oui, ils sont intégrables dans les subventions pour tout ce qui, à chaque fois, c'était obligatoire pour isoler. C'est-à-dire que si il y a une façade sur laquelle vous faites un ravalement et que vous devez faire un désamiantage sans isoler, là, ça ne sera pas intégré. Mais si sur des façades, des toitures, il y a de l'amiante et que pour isoler, il était nécessaire de désamianter, si c'était des travaux indissociables de l'isolation, oui, ils rentreront dans l'assiette de subvention. Voilà, merci beaucoup, Raphaël, pour ta présentation.